Levant les yeux au ciel, Slimane ouvrit les bras, tout grands, comme s'il voulait accueillir le monde nocturne. Puis se dressa avec défi, huma l'air, l'avala avec rage et frénésie, et s'exhala avec une violence exaspérée. Il resta un peu tremblant, un peu courbé contre le vent de nuit qui se levait. De toutes ses forces, il lança. Nous guettons le jour. Du fond des yeux, nous regardons. Sur les montagnes se déliait la nuit incombustible. Des feux, allumés chaque soir, au foyer de nos demeures. Des feux de joie parmi les monts, gagnent les frontières du monde. À présent, Slimane se balançait, et les mouvements de son corps s'accordaient avec les inflexions de sa voix. On eût dit que tout son corps chantait. Il titubait comme sous l'emprise du vin qui terrasse l'ivrogne. Son visage tourné tantôt vers l'ombre diffuse d'une nuit claire, tantôt vers l'obscurité impénétrable des collines, prenait tour à tour une expression crispée, sombre, paisible, gaie. Des barbelés d'étoiles lacèrent la terre saignante. Des marcheurs nocturnes parcourent ces sommets. Pleins et nus, leur chant n'est que murmure. Pénétré par une étrange fièvre, Bas de Douche inclinait la tête sur la poitrine. La mimique de Slimane l'envoûtait. Le vieux fellah ne pouvait détacher de lui ses regards. Soudain, Oncle de Douche s'avança dans la pénombre, pareil à un géant voûté. La ligne de ses épaules semblait s'être affaissée et son dos s'arrondissait. On l'y prit pour un monstrueux insecte qui s'apprêtait à s'enrouler sur soi. Il franchit sans bruit les quelques pas qui le séparaient de Slimane, puis se dressa de toute sa longueur. Ouvrant démesurément ses yeux sans fond, Slimane Meskin l'observait, immobile. Sa voix s'amplifia. Toutes les colonnes rassemblées, les astres qui se poursuivent au ciel, la ville entière, les rues et les champs, les femmes qui enfantent en criant, saluent la prison et la porte par laquelle passe le prisonnier. Un drame se jouait sur ces hauteurs. L'âme grossière de Bas de Douche s'en rendait bien compte. Elle ne le percevait justement avec cette acuité que parce qu'elle était grossière. Oncle de Douche s'agenouilla. Cette scène se déroula avec une rapidité déconcertante. La nuit était tranquille. Le vieux fellah regarda Slimane, qui posa une main sur son épaule. Bas de Douche le vit jouer, se prosterna aux pieds de Slimane, mesquine, dans une attitude soumise et humiliée. La nuit muette, de plus en plus profonde, de plus en plus totale, les enveloppa. La voix de Zhor remplit la cour. L'éclat du soleil inondait l'entrée de la grotte. Omar n'avait pas encore ouvert les yeux. Des fibres de lumière papillotaient sous ses paupières. Il s'étira, un bien-être fugace le parcourut.
Il hésitait encore à le reconnaître, les lieux. De nouveau la voix de la jeune fille s'éleva. S'accordant avec la vie, elle prolongeait en elle la joie du garçon, et se sentit comme l'être intérieur de Zror, une ombre farouche jouant sur l'explosion du jour. Il arriva, se frottant les yeux, auprès des deux femmes qui se tenaient dehors, assises sous le figuier. Zror attira le garçon à elle et de son bras lui entoura les épaules. Mamma servit du café au lait, plaça un morceau de pain à côté de la tasse d'Omar. L'enfant se libéra de la pression de Zror. « Laisse-le tranquille, dit Mamma. Et à Omar. Tu iras nous apporter du maïs. Oui, à l'instant. Ne te presse pas, petit père. Bois ton café d'abord. Omar sortit. La campagne plongeait dans la fraîcheur matinale. Tout le long du champ de pommes de terre qui s'étendait au-dessus de la maison, courait une haie de maïs. C'étaient de hautes cannes bardées de feuilles tranchantes. Cette masse végétale recouvrait la terre d'une écume verte. Dans un froissement de plantes, le garçon cessa, ou plutôt cassa quelques épis. Pour s'assurer de leur maturité, il en écartait les enveloppes, examinait les grains. S'ils n'étaient pas plus blancs, s'ils devenaient jaune ivoire, il les arrachait. Il rapporta des quenouilles fouillues plein les bras. Zror avait préparé un fourneau. Elle dépiauta les épis, leur enleva la barbe. Dans le canoun ne vivaient plus que des braises ardentes. On y mit le maïs à rôtir. Mamma murmura à l'enfant. Jaune et fané, entouré de langes. Devine-moi ce que c'est. Ou va-t'en de mes côtés. Le maïs, s'écria-t-il avant qu'elle eût fini. Elle était connue, celle-là. Encore, réclama le garçon. Mamma dit. Une maison de fer, j'ai, par des nègres hantés. Devine-moi ce que c'est, ou tu auras 100 coups de mon fouet. Les deux sœurs l'observèrent. Il réfléchit. Au bout du compte, il fut incapable de répondre. La pastèque, idiot, révéla Zror. Elle partit d'un grand rire. 100 coups de fouet, ordonna-t-elle. Elle fit mine de le battre. L'enfant, qui n'avait pas su deviner, la regarda en fronçant le sourcil. La pastèque, eh oui, fit-elle. Encore. Tu sais ce qu'on dit, expliqua Mamma. Ceux qui racontent des histoires en plein jour auront des enfants teigneux. Mystérieusement, elle mit un doigt sur la bouche. L'une et l'autre s'en furent vaquées aux soins du ménage. Omar surveilla la cuisson du maïs. Avec un couvercle de marmite, il éventa le feu. De temps en temps, il soulevait un épi grillé d'un côté, le retournait de l'autre. Des détonations partaient dans le fourneau. Mamma rangeait sa chambre. Zror épluchait des légumes. Un moment passa, puis elles revinrent, toutes deux s'accroupirent devant le canoun. « Donne, dit Zror au gamin. Tu t'endors, regarde comment on fait. » Elle lui prit le couvercle des mains et l'agita avec force au-dessus du feu qui se réveilla soudain. Le maïs éclata à coups redoublés. Les épis furent plongés dans de l'eau
salées. Quelques instants d'immersion suffirent et on les retira. Leurs grains étaient serrés comme des dents bien rangées. On y mordait et on avait tout de suite la bouche pleine. Ils craquaient. Ils avaient un goût de sel, de farine, de grillade. Omar s'étonnait que la vie fût belle avec cette facilité. À Beni Boublen, le haut. Chaque matin, le même émerveillement le surprenait. Son cœur s'ouvrait aux affluves qui déferlaient sur la campagne. Il suivait dans l'herbe le réveil des insectes, contemplait leurs mouvements. Il écrasait de la menthe sauvage entre ses doigts et humait la senteur des terres gorgées d'humidité. Par les pieds, il devinait le cheminement de la rosée à travers la corde imbibée de ses espadrilles. Et le soleil étendit sa possession sur la campagne. À la maison, le plus gros de l'œuvre ou de l'ouvrage avait été expédié. Et il est peut-être préférable que je descende maintenant dire bonjour aux voisines, se dit Zhor. Elle y pensait quand Kara, le mari de Mamma, arriva des champs. Vite, elle eût voulu s'esquiver, mais elle dut se contenir. Elle n'osait bouger à présent qu'il était là, et on éprouvait un dépit intolérable. Elle se leva et lui baisa la main lorsqu'il passa devant elle. Zhor ressentait la gêne la plus pénible quand il lui fallait s'approcher de Kara. Et voilà que Mamma, tout occupée, s'avisa de lui dire d'aller le servir. C'était l'heure de son déjeuner du matin. Il venait manger, ensuite il repartirait sur les terrasses des champs. La petite se dirigea vers la chambre commune, qui n'était à proprement parler qu'une caverne. On avait élevé un mur sur le devant et ça faisait figure de pièce. Kara était là, assis sur un petit tabouret. Il s'appuyait contre une vieille armoire ornée de fleurs et de feuillages peints. Zhor poussa devant lui une tablette ronde sur laquelle avait disposé une galette d'orge et un pot de petit lait. À la pointe de l'aube, on le rencontre déjà sur les cultures. Il aime travailler la terre, quand la nuit continuait à peser sur elle. Tandis qu'il mangeait, la jeune fille circulait furtivement dans la chambre. Par instants, elle voyait le visage de l'homme et recevait un léger choc. Jamais elle ne se fût permis de l'examiner ouvertement. Toutefois, elle avait la nette impression qu'en cette même seconde, ses traits lourds et aplatis de blond, sa bouche pâle, la suivait partout, collée à tous ses gestes. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.